Le rôle d'un manager tout-terrain, c'est d'avoir cette capacité à embarquer ses équipes sur un objectif commun dans un contexte hyper changeant. En fait, on est les mieux placés au sein de nos organisations pour connaître les besoins de nos collaborateurs. Quand on est manager, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Donc, il faut avoir conscience, en fait, de ce biais. Ok, je vais constituer mon équipe. De quelle diversité j'ai besoin? Sur la formation, on parle souvent de 70-20-10. 70, on apprend sur le job. 20, on apprend à travers les autres. Et 10, à travers la formation. Si on fait une formation d'1 heure et qu'on ne change pas les habitudes juste derrière cette formation, ben ça sert à rien. Quand on a un entretien de recrutement, on va regarder le potentiel d'un homme et l'expérience d'une femme. Bienvenue Muriel et ravi de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Simon, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui également. Bah, écoute, génial, voilà, ravi de t'accueillir. On va passer donc au moins 45 minutes ensemble pour échanger sur ton parcours, ton profil, comprendre ce que tu as fait dans le management. Euh, Est-ce que pour démarrer, tu peux t'introduire et nous dire par toi-même finalement qui tu es? Oui, bah, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis directrice Customer Success au sein d'Adobe pour la région Europe de l'Ouest. Donc je fais partie du comité de direction Europe de l'Ouest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Customer Success, notre mission en fait, c'est d'accélérer la valeur pour les clients qui ont acheté les solutions Adobe, en favorisant l'adoption de ces solutions pour que nos Ouais, clients puissent réaliser la valeur de leurs investissements. Je cumule d'accord. certaines responsabilités, puisque en plus d'être directrice Customer Success, je suis aussi Chief of Staff de notre VP Western Europe, et puis je suis aussi sponsor de la diversité, l'égalité et l'inclusion. Sur mon parcours, en fait, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la tech. J'ai fait quelques petites entreprises au début de mon expérience et j'ai passé 25 ans chez Microsoft sur 10 rôles à peu près dans 4 organisations différentes. Et depuis 8 ans, je suis chez Adobe. Je suis basée à Paris, en fait, au Trocadéro. Et en fait, j'ai passé principalement l'ensemble de ma carrière dans tout ce qui est après-vente et organisation technique. Et puis D'accord. également support technique aux clients. Et donc aujourd'hui, Customer Success. Donc, j'ai démarré en fait mon parcours. J'ai un background plutôt tech puisque j'ai démarré en tant que développeuse. Et j'ai aussi plus de 20 ans d'expérience de management à l'international. Super. Ouais, donc c'est le passé de développeuse qui t'a amené vers des entreprises très tech. Oui, 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 ma curiosité aussi pour la tech et cette envie aussi de découvrir de nouvelles technologies à la fois chez Microsoft et chez Adobe. Super clair. Tu m'as parlé de 3 rôles. Tu nous as dit donc directrice Customer Success Ouais. que tu as pu un peu expliquer, Chief of Staff pardon, du VP Western Europe et sponsor diversité, égalité, inclusion. Sur ces 2 derniers rôles, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, dans les grandes lignes, voilà, le périmètre, ce que ça représente et à quoi ça correspond finalement? Alors, le métier de Chief of Staff, alors là, c'est une activité en plus de mon job qui est directrice Customer Success, mais j'ai fait ce job en fait chez Microsoft à temps plein. Et c'est un rôle de bras droit en fait du VP, enfin Western Europe en l'occurrence chez Adobe, et c'est être un petit peu euh, la glue dans une organisation qui va permettre de fluidifier la communication, fluidifier les projets de transformation. Euh, voilà, brièvement, voilà, c'est en fait gérer des sujets, des activités pour permettre au VP de passer vraiment son temps sur son rôle et ses activités, son cœur de métier en fait. Ouais. Donc là-dedans, il y a toute une partie notamment de la formation. C'est ça hein, dont on va reparler. Oui, ça peut englober des sujets de formation, des sujets de transformation, des sujets de conduite du changement. Oui. Super. Et sur la partie donc sponsor diversité, égalité, inclusion.
Alors, sur le sujet sponsor diversité, égalité et inclusion, donc tout le monde, je pense, connaît ces programmes diversité, égalité et inclusion. Chez Adobe, on a un programme qui s'appelle Adobe for All, AFA, et c'est un programme qui vise à créer un environnement de travail où chacun se sente valorisé, respecté et puisse s'épanouir. Donc, en fait, on a différentes initiatives en lien avec ce programme diversité, égalité et inclusion, ce programme AFA. Et donc, moi, je suis sponsor de ce programme pour notre organisation Western Europe. Donc, dès qu'il y a un sujet autour de la diversité, l'égalité et l'inclusion, je communique sur ce sujet au sein de notre comité de direction et au sein également de nos différentes entités en France et dans les autres pays. Super clair. J'ai une dernière question pour vraiment Oui. planter le décor de qui tu es, de comment, enfin, quel a été ton parcours professionnel. Euh, tu parlais de management d'équipe internationale, donc depuis plus de 20 ans en tout cas. Tu as managé quelle typologie d'équipe et aujourd'hui, quelle est la taille d'équipe que tu as? Est-ce que c'est plusieurs continents? Est-ce que c'est dans différentes langues? Voilà, en tout cas, d'avoir un peu cette compréhension aussi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'équipe que je gère, c'est une trentaine de personnes réparties en Europe de l'Ouest, hein. Donc l'Europe de l'Ouest, chez Adobe, c'est la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, euh, la Belgique, la Hollande et tous les pays nordiques. Donc là, on peut imaginer une diversité culturelle, une diversité en termes de langue. Mais Bien sûr. sinon, avant Adobe, j'ai géré des équipes internationales, des personnes au Japon, des personnes au Chili, aux États-Unis et partout en Europe. Et en fait, ça amène une richesse en termes de diversité, de points de vue, d'innovation, de créativité, euh, qui est extrêmement riche. Ouais, c'est sûr, c'est certain, avec un gros challenge, hein, on en parlera peut-être à plusieurs Mhm. instants, mais forcément, là, tu parles de différents fuseaux horaires, même différentes langues, bon, même si voilà, l'anglais est un peu la langue commune pour, enfin, dans la manière dont vous fonctionnez, mais c'est vrai que ça apporte aussi son lot d'enjeux, en tout cas. C'est clair, c'est clair. Je crois que le fuseau horaire est l'un des enjeux majeurs difficiles à contourner. Ouais. Super, bah écoute, merci déjà d'avoir pu planter ce décor. Ce podcast, voilà, tu le sais, on commence à le savoir un petit peu, il s'appelle Manager tout terrain. Et donc, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux invités, c'est quoi pour toi être un bon manager tout terrain? Pour moi, la seule constante aujourd'hui, et c'est ma conviction, c'est le changement, en fait. Et le rôle d'un manager tout-terrain, c'est d'avoir cette capacité à embarquer ses équipes sur un objectif commun dans un contexte hyper changeant. Et c'est encore plus vrai dans le domaine de la tech, puisqu'on le voit avec l'IA aujourd'hui, hein, la tech évolue euh, tous les jours, hein. Et donc, le rôle du manager et du leader dans ce contexte est essentiel pour réussir à s'adapter, à être hyper proche de ses équipes, Mhm. comprendre les challenges de chacun euh, et les forces de chacun pour pouvoir justement amener cette équipe dans ce contexte de changement vers le succès. Donc voilà, ça veut dire créer un environnement de travail où chacun se sent écouté, valorisé, respecté et puisse donner le meilleur de lui-même. Et ce qui est Super. essentiel aussi, à mon sens, c'est définir des objectifs qui soient très clairs dès le début avec chacun et accompagner ces équipes et chaque individu. Hein, on en parlait tout à l'heure, la diversité pour moi est essentielle dans la construction d'une équipe. Donc ça passe par euh, l'accompagnement de ces équipes et de chaque individu dans ces équipes dans l'atteinte de ces objectifs collectifs. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'est le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le grand thème de tout manager, c'est construire des équipes performantes grâce au collectif. Donc là, c'est Ouais, un petit peu l'enjeu de tout manager dès que la taille de l'équipe dépasse 2 personnes, finalement. ouais, c'est clair. Euh, Justement, en préparant ce sujet, on s'est dit que ce serait intéressant aussi de revenir sur, toi, quelques initiatives concrètes, justement, que tu avais pu mettre en place pour développer cette performance autour du collectif. Ouais.
Alors, moi, j'ai une conviction profonde qui est l'intelligence collective. En lien avec la diversité. Donc, moi, je vais aller chercher la diversité d'expérience, la diversité d'expertise. Et donc, chacun va avoir des forces différentes. Donc, c'est comment, en fait, dans une équipe, on peut capitaliser sur l'ensemble de ses forces pour faire grandir, au final, son organisation en capitalisant sur l'intelligence collective. Euh, Comme je te l'ai dit, hein, pour moi, la seule constante, c'est le changement. Donc, il est extrêmement important euh, de faire de la conduite du changement. D'ailleurs, je me suis certifiée chez Microsoft, hein, quand j'étais chez Microsoft, sur une méthodologie de conduite du changement, euh, ProSci avec le framework ADKAR, qui Les m'aide 4 tous quarts, les ouais, c'est ce que jours. j'allais Ouais, dire. tu connais aussi, Bien sûr. qui m'aide tous les jours dans mon quotidien, dans la gestion de mes équipes, mais aussi dans la gestion de ma vie personnelle. Et en fait, dans cette méthodologie, on apprend que le rôle du manager est essentiel pour accompagner les collaborateurs dans le changement. Donc, en fait, une des initiatives que j'ai mises en place il y a quelques années, c'est un programme que j'appelle Manager as a Coach. Donc, en fait, le rôle du manager, c'est un rôle de coach où il va aller écouter ses collaborateurs et faire en sorte que les collaborateurs amènent eux-mêmes euh, les solutions à leurs questions. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comparer le manager as a coach à un coach sportif. Euh, Tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé à jouer au tennis très très tard, sous la pression de mes enfants qui jouaient au tennis et qui voulaient que je joue au tennis avec eux. Et donc, j'ai appris à jouer au tennis avec un coach. Et le coach, en fait, était là pour me guider, pour me donner du feedback, pour me dire ce que je faisais bien, ce que je faisais moins bien, comment faire mieux, pour pouvoir, en fait, alors je ne cherche pas à jouer à Roland-Garros, hein, mais juste à avoir les S'améliorer. compétences nécessaires pour m'améliorer et jouer avec mes enfants qui sont meilleurs que moi. Mais voilà, c'est un petit peu ça le rôle du manager as a coach, c'est vraiment accompagner ses collaborateurs pour connaître leurs forces, capitaliser sur leurs forces pour être encore plus performants et aussi les aider à s'améliorer dans leur rôle. Ouais. Euh, Et, voilà. il y a une vraie notion de communauté aussi, de manager. Oui, alors tout à fait. Donc là, ce que j'ai eu un exemple d'initiative que j'ai mis en place, c'est ce que j'appelle des manager cycles. Donc en fait, on a adressé l'ensemble de nos managers dans notre organisation européenne et on a créé des cercles de managers. Idéalement, des cercles plutôt de 4 ou 5 personnes qui ne sont pas dans la même organisation. Leurs managers ne font pas partie de ce cercle. Et donc, tous les mois, on va adresser un sujet. Ça va être l'empathie, ça va être euh, comment créer une équipe performante, comment donner du feedback. Et chaque mois, en fait, on va demander à un manager de faire un travail de préparation qui ne va pas durer longtemps, mais il va communiquer à son cercle un certain nombre de ressources que les managers vont devoir lire ou écouter avant un meeting mensuel d'1 heure. Et en fait, durant ce meeting, ils vont échanger sur leurs bonnes pratiques, sur leurs challenges. Et en fait, ça va durer 1 an. Et ça a duré 1 an sur chacun des thèmes. Et en fait, on a constaté que ça marchait tellement bien qu'ils voulaient continuer à le faire. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a pérennisé, on a gardé les mêmes cercles, parce qu'en fait, ils ont créé une certaine intimité, et ils s'appellent entre deux meetings également. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à créer des cercles de managers qui s'entraident, qui partagent et qui élèvent le niveau, puisque finalement, on bénéficie de l'intelligence collective et ils s'entraident à adresser leurs challenges et leurs bonnes pratiques. Et ça, c'est très fort parce que donc c'est pas une formation que vous avez déployée sur du long terme, etc. C'est vraiment, vous avez responsabilisé les managers entre eux en disant celui qui a une expertise, on va dire, ou en tout cas qui a envie de travailler sur un sujet, travaille ce sujet en amont et se retrouve, etc. Donc c'est comme ça Oui, que ça s'est construit. tout à fait, ouais. Et en fait, chaque cercle est hyper autonome et même ils peuvent décider
de travailler ou de partager sur des bonnes pratiques qu'on n'a pas forcément anticipées. Mm. Et c'est une source de satisfaction aussi pour nos managers parce que au-delà de leur manager direct, ils ont aussi un accès à leur réseau et à leur cercle. Euh, et ils peuvent les contacter quand ils en ont envie, quand ils ont une question, quand ils ont besoin de conseils sur comment adresser tel ou tel sujet. Ouais. Ça, c'est une thématique même, tu vois, de nous qu'on a souvent. Hein, on a de plus en plus, tu vois, de clients qui viennent nous voir en disant comment, enfin, voilà, créer une communauté managériale, c'est un enjeu chez énormément de gens. Donc vous l'avez réussi, ce qui est une très bonne chose. Qu'est-ce qui, ou en tout cas, j'imagine qu'il y a peut-être des groupes qui marchent mieux que d'autres, bien sûr. Hein, ça, c'est aussi Oui, aux tout à fait. affinités. Comment ça a fonctionné selon toi? Qu'est-ce qui a Moi, fait, je tu pense vois, que qu'est-ce qui ont ouais. été les ingrédients? Les critères de succès, c'est vraiment le fait qu'on ait créé des petits groupes. Tu vois, si tu crées un groupe de 5, 6 personnes, ça va mieux fonctionner que d'avoir un groupe de 10, 12 ou plus. D'accord. Euh, ça me semble être un critère de succès. Le deuxième, c'est de créer des groupes euh, dans lesquels chaque individu n'a pas de rapport hiérarchique avec l'autre. Bien sûr. Et de chercher aussi la diversité à l'intérieur de ce groupe. Donc, c'était pas uniquement des groupes de français, c'était des groupes où on avait un anglais, un allemand, un espagnol, un français. Donc, rechercher aussi de la diversité dans la constitution de ces groupes. Euh, Pouvoir les guider également en leur donnant des thèmes à traiter qui sont en lien aussi avec nos objectifs d'équipe ou d'organisation. Et le fait aussi qu'ils puissent venir pour avoir un cercle de confiance finalement avec qui ils peuvent parler de façon ouverte euh, sur un challenge. Ouais, super. Et ils ont trouvé, on les a pas forcés à le faire. On les a pas forcés à Bien sûr. participer à chacune de ces réunions. Je pense qu'ils ont trouvé un intérêt personnel euh, à pouvoir participer à ces cercles. Et alors, j'ai une dernière question sur ces cercles, mais peut-être que tu n'as pas la réponse, tu vas me dire. Comment, tu vois, si là, j'imagine un auditeur qui nous écoute, qui se dit, mes managers n'ont peut-être pas même tu vois, les compétences, c'est-à-dire que il faut partir d'une base, tu vois, de personnes qui ont envie d'adresser des sujets. Tu vois, tu parlais de la partie écoute active ou empathie tout à l'heure. Bon, ça demande des recherches, tout ça. Euh, Comment on adresse des sujets quand on n'est pas un expert du sujet, en fait? Alors, voilà, c'est vrai qu'en général, on n'a pas forcément, on n'est pas les experts, hein, puisqu'on est manager, on n'est pas formateur sur tel ou tel thème. Par contre, le fait qu'on demande à un des managers du cercle de faire quelques recherches sur Internet sur le thème va permettre à chacun des managers de s'approprier le sujet. Et même si on n'est pas un expert, on a quand même une expérience. On a été manager pendant un an, pendant 6 mois, pendant un an, pendant 20 ans. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui aura une petite expertise sur le sujet. Ouais. Oui, et puis Donc, le fait de il faut préparer pas, en amont, bien sûr. ouais, il faut pas chercher à être parfait non plus. Moi, je suis aussi, voilà, je dis toujours baby step by baby step. Voilà, faut pas. J'ai appris, on en parlera plus tard aussi dans mon expérience, qu'il faut pas rechercher la perfection. Donc, juste changer une toute petite habitude peut avoir un impact significatif. Super. Super. Est-ce qu'il y a une autre initiative que tu voudrais nous partager? Alors, on a lancé quelque chose de similaire là très récemment. Alors qu'on appelle chez Adobe et dans mon organisation Innovation Hub CSM in Action. Donc les CSM, ce sont les Customer Success Managers qui travaillent dans mon organisation. En fait, on a mis en place un forum mensuel d'1 heure où là, nos CSM partagent des actions concrètes et innovantes qu'ils ont pu mettre en place dans la façon dont ils font leur travail. L'objectif étant d'inspirer les autres Ouais. CSM dans notre organisation européenne. Et tout ça, en fait, c'est parti du fait qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'innover et qu'on leur avait donné un cadre trop strict et trop rigide pour faire leur métier. Et en fait, on a toujours une possibilité d'innover
dans le cadre de nos jobs. Et là, l'idée, c'était Oui. de pouvoir démontrer par l'exemple que si, on peut faire les choses un peu différemment, innover dans le cadre de son job. Et donc, tous les mois, on a 1, 2, 3 ou 4 CSM qui viennent partager leur expérience et qui inspirent d'autres CSM. Et idem, hein, c'est le même concept, une opportunité de partager et de capitaliser sur l'intelligence collective pour faire grandir les équipes. Ouais, comme tu disais aussi de valoriser ce qui a été mis en place, tout ça, et les Tout à fait. initiatives individuelles et collectives. Ouais, Oui. super. Et tu as aussi lancé un programme qui s'appelle le Career Fest. Voilà, alors désolé, hein, c'est beaucoup de noms anglais, c'est normal comme Oui. on est dans une entreprise anglophone, forcément, mais Alors, toujours sur le développement de nos collaborateurs et toujours en lien avec l'écoute active de nos collaborateurs. Donc, il faut savoir qu'à la fois chez Microsoft et chez Adobe, on a des enquêtes annuelles qui sont envoyées aux collaborateurs où on leur demande un retour d'expérience vis-à-vis de leur environnement de travail. Et donc, il y a quelques années, on avait une question sur leurs opportunités de développement. Et dans les retours qu'ils ont pu nous faire, ils nous ont exprimé le fait que ils souhaiteraient avoir plus d'opportunités de développement au sein de l'entreprise. Et donc, suite à ça, on a décidé de creuser un petit peu plus et de comprendre quel était le besoin en termes d'opportunités de développement. Donc, on a envoyé une nouvelle enquête, et là uniquement à mon organisation, où on leur a posé des questions un petit peu plus précises sur qu'est-ce qu'ils entendent par opportunité de développement et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on mette en place pour adresser ces besoins. Et en fait, il s'est avéré que ils ont exprimé un besoin de mieux comprendre ce qu'était le développement personnel et qui souhaitaient avoir des sessions de développement spécifiques. Donc en fait, on a fait le choix de mettre en place un programme qu'on appelle Career Fest, comme tu l'as mentionné. Et en fait, c'est au mois de juin, on a dédié une semaine pour le développement de nos collaborateurs, avec voilà, en gros une session par jour, avec des intervenants externes, mais aussi avec des témoignages internes sur des personnes qui ont réussi à évoluer d'un rôle à un autre. Donc ça, c'était une demande de nos collaborateurs, d'avoir des exemples de mobilité interne. Un autre exemple aussi était de savoir comment développer son plan de développement personnel. On s'est rendu compte que nos collaborateurs n'étaient pas forcément à l'aise avec le sujet. Donc on a eu des sessions pour nos managers pour l'expliquer comment aider nos collaborateurs à réfléchir sur leur développement personnel. Et en fait, en gros, c'est réfléchir à ce qu'on aime faire dans son travail, quelles sont nos forces, quels sont nos axes de développement. Et à partir de là, c'est comment mieux se connaître soi-même pour pouvoir mieux se projeter également dans le futur. Donc, on a bien mis en sûr. place un plan de développement individuel euh, qui part en fait du collaborateur lui-même, hein, puisque finalement c'est le collaborateur qui est le mieux placé pour se connaître. Il va le travailler avec son manager, qui va se positionner en coach et lui poser les bonnes questions pour aider le collaborateur à développer son plan de développement et éventuellement aussi à se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Ouais. 10 ans. Et mettre les bonnes actions de développement en place euh, et travailler avec son manager sur le sujet. C'est super important ce que tu dis là. C'est un des gros enjeux, encore une fois, qu'on entend beaucoup, c'est réussir à intégrer les managers au plan de développement de leurs collaborateurs. Et, euh, et ça, c'est un travail hein, de venir s'intégrer. Et de même, tu vois, tout ce que tu évoques, toutes les initiatives que tu évoques là, il y a beaucoup d'entreprises où les managers seraient ravis d'avoir ces initiatives et en fait ils attendent souvent qu'elles viennent des ressources humaines. Alors là, tu nous dis pas s'il y a eu un sponsor ou pas, et si ça a été co-construit en partenariat avec les RH, mais en tout cas, ce que je trouve très inspirant, c'est que là, c'est toi en tant que manager ou en tout cas plusieurs personnes en tant que manager qui sont à l'origine de ces projets et qui se disent ok, bah là, on a besoin de créer ça, il y a ce besoin qui est ressorti. Et donc, on va créer ce Innovation Hub, on va créer ce programme Manager as a Coach, etc., etc.
Pourquoi c'est essentiel pour toi que les managers soient aussi proactifs sur ces sujets? En fait, on est les mieux placés au sein de nos organisations pour connaître les besoins de nos collaborateurs. Comme on le mentionnait en fait au début, on est manager ou leader tout terrain. Ça implique une proximité avec nos équipes et avec nos collaborateurs. Et en fait, on connaît très très bien nos équipes, nos forces et nos opportunités de développement pour pouvoir atteindre nos objectifs communs. Donc, moi, je travaille en étroite collaboration avec nos ressources humaines. Les ressources humaines vont potentiellement travailler et travaillent énormément d'ailleurs sur des programmes larges, accessibles à toute l'entreprise. Et je pense que chaque organisation dans une entreprise peut avoir des besoins très spécifiques. Et c'est là Ouais. où moi, je vais me positionner en tant que leader de mon organisation, c'est être à l'écoute de mes collaborateurs et me dire, OK, pour être plus performante en tant qu'organisation, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois développer. Alors, je vais en parler, bien sûr, avec les ressources humaines, mais par contre, c'est moi qui vais le mettre en place. Parce que Ouais. les ressources humaines, comme je te disais, vont travailler plutôt sur des programmes globaux, là Ouais. où moi, je vais plutôt travailler sur des programmes pour destinés à mon organisation. Et dans certains cas, comme je partage avec les ressources humaines, si je reprends l'exemple de Career Fest qu'on avait commencé à développer pour mon organisation, eh bien les RH ont décidé de prendre ce programme et d'en faire un programme global. Mm. Voilà, donc certaines idées peuvent être déployées plus globalement. Ça s'auto-alimente, c'est ça qui est, Ouais. c'est d'ailleurs pour voilà échanger avec des RH, c'est aussi ce qu'attendent les RH en fait par moment. C'est de dire on peut pas être sur tous les fronts. Remontez-nous absolument les besoins du terrain et lancer des choses. Et nous en fait on arrive, on vous en soutien pour le pousser aussi hein, Mm. à la direction ou autre, mais ils attendent aussi bien sûr de la proactivité terrain. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces éléments-là. Tu parlais donc, on parlait de performance d'équipe, tu vois, Mm, mm. c'est pour tout ça qu'on fait ça, hein, finalement, le développement des compétences au service de la performance de l'équipe et au service du collectif. Comment concrètement, toi, tu t'y prends pour créer de la performance dans tes équipes? Donc, je pense que ça commence aussi par la constitution de l'équipe. On parlait de diversité, égalité, inclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, quand on est manager, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Donc, il faut avoir conscience, en fait, de ce biais et De de ce se biais, oui. dire, euh, OK, je vais constituer mon équipe, hein, de quelle diversité j'ai besoin pour avoir une équipe qui soit la plus diverse possible. Donc voilà, ça va commencer par le recrutement et essayer d'identifier de quelle diversité on a besoin pour avoir une équipe la plus diverse possible, pour être la plus créative possible. Donc ça va commencer par la constitution de son équipe quand on a l'opportunité de constituer une équipe. Mais, de temps en temps, on hérite Bien d'une sûr. équipe Oui. où là c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc au départ, pour moi, il faut, on le mentionnait au début, définir des objectifs qui soient SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, orientés résultats, et puis avec une notion de temps. Parce qu'en fait, voilà, quand on veut être une équipe performante, il faut savoir quel est l'objectif. Et cet objectif, il doit être partagé et il doit être discuté et le plus précis possible. Et à cette occasion, c'est important aussi de faire des points réguliers avec chaque membre de son équipe. Donc moi, par exemple, j'ai 3 managers dans mon organisation. Chacun de mes managers va avoir 10 personnes à peu près. Donc moi, j'ai un suivi régulier avec l'ensemble de mes managers. On a une réunion d'équipe le lundi d'1 heure où on fait un point sur les priorités de la semaine, nos indicateurs, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour les atteindre, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, et puis tout ce qu'ils peuvent avoir en tête. Et j'ai aussi une réunion avec chacun d'eux, donc ça va être une demi-heure ou 1 heure, où on prend le temps d'adresser les sujets qui sont apportés par mes managers. Donc en général, Mm. c'est du temps
pour eux. Alors moi, je peux avoir une ou deux priorités, une ou deux actions que je souhaite adresser avec eux et c'est l'occasion pour moi de l'adresser avec eux. Mais ça va être 30 minutes ou 1 heure que je leur dédie où je dois m'assurer en fait d'être à 100% présente pour adresser leurs challenges Ouais. et adresser leurs questions et faire un point sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est nos objectifs, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse différemment pour pouvoir atteindre les objectifs en tant qu'équipe. Les fameux one-one, Oui, là-dessus, j'imagine, tu nous disais que tu avais une trentaine de personnes au sein de ton équipe. ouais, C'est que la première ligne, c'est ça? C'est que tes managers directs oui, qui sont, du coup, j'imagine, moins nombreux? oui, bah, j'en ai 3 et Ouais, chacun d'entre eux a ses one-one avec d'accord, ouais. leurs 10 collaborateurs. Alors pour eux, c'est un petit peu plus important. Ouais, c'est sportif. Oui, tout à fait, ouais. Et moi-même, j'ai des one-one avec ma manager et on a également une réunion d'équipe hebdomadaire sur le même concept. Hein. On adresse nos challenges et on échange sur le Ouais, suivi de nos indicateurs de pilotage. Alors bien sûr, on a des reportings qui nous permettent de piloter notre activité qu'on va utiliser pour suivre nos indicateurs de performance. Et tout ça, bien sûr, ça se fait dans un environnement bienveillant, euh, parce que c'est important pour accompagner tous nos collaborateurs vers la bien sûr, réussite. Mm. bien sûr. Mais c'est important que tu reviennes sur les objectifs SMART. Chaque fois que nous, on passe sur la partie pilotage dans les formations, on Ouais. revient toujours aux objectifs SMART. Souvent, ça grasse un peu des dents. On se dit, ah, mais on connaît, on a vu ça en école. Voilà, c'est tellement vu et revu. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui font pas l'effort d'aller jusqu'au bout sur la constitution et de venir rechallenger régulièrement aussi ces mêmes objectifs-là euh, pour que ce soit le plus précis possible pour le pilotage de l'activité. Oui, enfin, pour moi, c'est essentiel. Enfin, je ne peux pas gérer la performance de mon équipe si je ne sais pas mesurer cette performance. Mm. Voilà, ça fait partie de. Enfin, en anglais, on dit setting the expectations. Je ne sais plus comment on dit en français, malheureusement. Mais voilà, c'est définir dès le début ce qu'on attend de chaque individu dans Les attentes, ouais. l'organisation. Et voilà, les attentes, définir les attentes pour pouvoir les revoir toute l'année. Et quitte à les réajuster, hein, parce que des fois, on définit des objectifs en début d'année, puis on se rend compte au bout d'un certain temps que finalement, c'est pas pertinent parce que Mm, mm. y a eu des changements et qu'il faut les réajuster. Euh, mais oui, Ça, c'est essentiel de définir les attentes ouais. dès le début. Sur les objectifs, parce que parfois c'est là où certains managers ont un peu plus de mal, c'est de réussir à vraiment identifier justement les bons KPI, les bons objectifs à suivre. Comment tu t'y prends? Vous avez des outils, c'est des KPI. Alors, Customer Success, c'est lié à la relation client. Voilà, comment tu fixes finalement ces KPI au niveau de l'équipe Alors, et au en niveau individuel en général, fait. oui, alors, en général, ça vient du top management. Donc, on a Adobe a des objectifs globaux Mhm. et chaque organisation contribue à ces objectifs globaux. Donc, moi, si je parle de Customer Success, nous, on va regarder l'adoption des solutions. Après, voilà, on a des indicateurs spécifiques pour mesurer l'adoption des solutions. On va avoir des indicateurs sur la santé de nos clients, avec des indicateurs très spécifiques également et mesurables. Voilà, donc chaque indicateur est très spécifique à chacun des métiers. Donc, on a des reportings qui nous permettent de le suivre et chaque individu va avoir des objectifs en lien avec ces indicateurs. Et comment, je sais pas si tu as pu en vivre toi dans ta carrière, mais comment tu fais, voilà, quand un collaborateur n'atteint pas ses objectifs? Mhm. J'imagine que ça arrive forcément toujours. Alors c'est parfois des plus grands écarts que d'autres, mais voilà, comment tu réagis? Comment tu fonctionnes? Alors déjà, comme je te l'ai expliqué, on a des one-to-one, on a des réunions d'équipe. Euh, donc au fil de l'eau et de façon naturelle, Bien on sûr. arrive à identifier et à aussi aider nos collaborateurs à comprendre pourquoi il y a un problème de performance et à réajuster. Bon, quand ça arrive, ce qui est important, c'est de comprendre les causes.
cet enjeu de performance et donc d'être très à l'écoute de nos collaborateurs. Donc, on va poser des questions sur les raisons, sur le pourquoi, sur le comment. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de surcharge de travail? Est-ce que c'est un problème d'inadéquation du poste par rapport à la personne? Et voilà. Est-ce que c'est un problème de processus? Et en fait, en fonction de la cause, notre objectif, toujours dans un environnement bienveillant, c'est d'aider le collaborateur à corriger le tir, soit en mettant en place de la formation, du mentoring, Bien sûr. du coaching, du shadowing, ou juste en accompagnant. On parlait de manager as a coach, hein, aussi le manager peut accompagner sur une période donnée de façon plus proche un collaborateur pour l'amener vers la réussite. Ça Après, c'est intéressant, cette ouais. solution aussi de mentoring, parce que c'est vrai que la formation, le coaching, alors chez Adobe, vous avez la chance d'être une entreprise voilà, qui forcément, dès qu'il y a du volume, bah, il y a forcément plus de budget aussi. Il y a des boîtes qui ont plus de mal. Et cette idée aussi de mentoring de pair Mhm. peut complètement fonctionner. Oui, alors ça, on l'utilise assez fréquemment. Alors, je pense que sur la formation, on parle souvent de 70-20-10. Hein, 70, on apprend sur le job. 20, on apprend à travers les autres, donc du mentoring, de l'observation et autres. Et 10, à travers la formation. Alors, je pense que la formation est très importante, mais moi, je crois beaucoup à on apprend sur le job. C'est pour ça aussi que Ouais, moi, personnellement, souvent, je prends des projets transversaux. Euh, on en a parlé, hein, Chief of Staff, bien sponsor sûr. diversité, égalité, inclusion, parce que on apprend beaucoup à travers ce type d'initiative. C'est Et donc sûr. sur la Et partie ah oui, non, vas-y. non, j'allais juste dire et rebondir, effectivement, tu as raison. Euh, En fait, la formation, c'est le première brique qui te permet de gagner du temps sur des éléments. Mais après, en fait, c'est sur le job, et tu vois, et c'est pour ça que nous, on constate de plus en plus d'ailleurs, on essaye il y a un vrai enjeu sur la post-formation. C'est comment tu crées une formation qui s'étale dans le temps, parce que là, c'est pas en un jour qu'on va savoir faire un bon feedback. Donc en fait, l'idée, c'est pas de faire une formation de feedback et ensuite allez-y, allez faire vos feedbacks à vos collaborateurs. C'est de réussir à l'étaler dans le temps pour pouvoir ajuster au fur et à mesure quand tu as toi-même testé pas mal de choses, itérer, tester ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu reviens sur une nouvelle session, etc., dans le temps, parce que ça passe par la pratique, Tout à comme tout fait. finalement. Et je suis complètement alignée, hein. Une formation, si on suit une formation d'1 heure et qu'on ne change pas les habitudes juste derrière cette formation, ben ça sert à rien. Donc effectivement, il faut, quand on fait une formation, se dire après la formation, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de travailler pour mettre en Mm, application cette formation. Et donc, pour en parler du mentoring, pouvoir observer, pouvoir avoir un partage d'expérience d'un mentor, pour moi, c'est essentiel. Moi, d'ailleurs, j'ai eu des mentors tout au long de ma carrière, j'en ai encore aujourd'hui, parce qu'on apprend beaucoup en échangeant avec des personnes qui ont de l'expérience sur différents sujets sur lesquels on veut se développer. bien sûr. Super. Est-ce que tu avais terminé? Donc, ah oui, tu me parlais d'ajuster aussi la charge de travail, c'est ça, au besoin, et de pouvoir voir en tout cas si, encore une fois, s'il y a cette non-atteinte d'objectifs, voilà, quelles étaient les autres options. Oui, donc réajuster la charge de travail. Oui, c'est extrêmement clair, c'est pas toujours facile, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est pouvoir prioriser et être, quand on est manager, quand on est leader, un de nos rôles, c'est d'aider nos collaborateurs à prioriser les activités. Donc, si quelqu'un a une surcharge de travail, c'est pouvoir accepter le fait qu'on va décaler telle ou telle activité dans le temps pour justement lisser la charge de travail dans le temps. Bien sûr. Super. Bon, bah, c'est très clair. Je pense que ça donne un peu des pistes sur cette notion de performance, sur cette notion de fixation d'objectifs. Je voulais qu'on aille plus loin, et c'est vraiment ce qu'on a pu faire de juste, voilà, les one-to-one. Ça, c'est des choses qui commencent à être un peu plus compris. Et comment on va vraiment plus loin et comment on accompagne. Je trouve ça assez intéressant, voilà, ce que tu as pu nous partager là-dessus. Euh,
nouvelle casquette, c'est la partie, t'en parlais en introduction, c'est la partie voilà, des sujets diversité et inclusion. Tu me partageais que c'est depuis Microsoft que tu es très investi Oui. sur ces thématiques-là. Pourquoi c'est un sujet qui, toi, t'a interpellé et qui est important pour toi aujourd'hui? Donc, comme je te le disais au début, j'ai commencé ma carrière en tant que développeuse. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais souvent une femme, et c'était très rare dans les organisations IT. Et je me suis posé la question, mais en fait, moi, j'adore ce que je fais. Pourquoi je suis la seule femme dans ces organisations tech? Et à l'époque, Microsoft, qui a commencé à s'investir sur ces sujets de diversité, égalité et inclusion, m'a demandé de faire une vidéo et de faire un article sur pourquoi, en fait, c'est super d'être développeur au sein de l'IT chez Microsoft. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir sur le sujet, parce que je me dis, oui, c'est vrai. Et en fait, à l'école, c'est pareil. On était 100 dans ma promo, il y avait 15 femmes. Qu'est-ce qui fait que ça n'attire pas les femmes? Parce que, en fait, moi, je trouve ça super. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à faire cette vidéo, à faire ces articles. Et puis petit à petit, j'ai pris le lead sur le sujet diversité, égalité et inclusion dans l'organisation dans laquelle je travaillais chez Microsoft. Et donc, sur l'axe genre, avec le thème comment aider les femmes à se développer et à venir travailler dans le monde de la tech. Et puis c'est quelque chose qui a continué de me passionner. Et quand je suis arrivée en fait chez Adobe, j'ai souhaité conserver en fait ce rôle de sponsor sur le sujet diversité, égalité et inclusion, avec un focus sur, aujourd'hui on appelle le thème mixité, qui est un équilibre sur le genre entre les hommes et les femmes. Et comment est-ce qu'on accompagne les femmes et les hommes au sein d'Adobe à se développer. Euh, voilà. C'est comme ça que je suis arrivée sur ces sujets de développement des femmes dans le monde de la tech. Oui. Toi, ton constat, tu disais donc le constat c'était qu'il y ait peu de femmes. Oui. Il y avait d'autres éléments qui t'ont poussé à ça. Enfin voilà, est-ce que tu as observé d'autres choses qui t'ont fait te dire ah bah tiens il y a un sujet au niveau des femmes et de la diversité en général. Alors oui, le premier élément était le fait qu'il y avait très peu de femmes dans le monde de la tech. Et le deuxième élément, c'est moi, en tant que manager, j'ai recruté des hommes et des femmes. Et en fait, j'ai constaté qu'il y avait quand même une différence entre les hommes et les femmes, notamment au moment du recrutement. Juste pour te donner quelques exemples, donc j'ai recruté des hommes et qui tout de suite me disaient, me parlaient en fait du salaire, de la promotion. Ouais. Et les femmes, beaucoup moins. C'était un sujet tabou et j'étais obligée de leur poser la question. Mais voilà, si tu veux rentrer dans mon organisation, quelles sont tes aspirations en termes de salaire? Et la personne me disait, mais non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rôle, le salaire, je ne sais pas. Et donc, j'ai été obligée de challenger ces personnes en disant, mais c'est important que tu me dises combien tu veux. Et en fait, j'ai un exemple très concret en tête où j'ai été obligée de passer quelques heures avec la personne pour qu'elle me dise au final, mais en fait, moi, je veux la même personne que un tel qui a fait la même école que moi et qui vient de rentrer dans l'entreprise aussi. Je dis, mais voilà, c'est pas compliqué à dire. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, c'est définir les attentes, c'est hyper important. Et parler salaire, c'est hyper important également pour éviter les frustrations futures. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que, alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il faut oser. Et de façon générale, les femmes n'osent pas. Les femmes, de façon générale, ne réseautent pas, et c'est extrêmement important. Et de façon générale, les femmes ont du mal à parler de leur succès. Voilà, Ouais. c'est trois thèmes, je pense, qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça et que tous les hommes sont comme ça. Hein. Certains hommes sont comme ça, Oui, certaines oui. femmes ne sont pas comme ça, mais c'est de façon générale et de par mon expérience, c'est ce que Ouais. j'ai pu constater. Oui, et c'est aussi des choses, tu disais, ça fait déjà de nombreuses années que tu es investi sur ces Oui, sujets. C'est des choses qui évoluent aussi année après année. Mais en tout tout cas, à dans fait. un constat, toi, que tu peux faire,
d'une manière un peu plus macro sur 15 ans, tout ça, c'est aussi c'est finalement ton constat Oui, expérientiel. c'est mon expérience. Ouais. Tout à fait. Super. Est-ce que tu as des conseils justement concrets que que tu donnerais en fait à une femme pour se développer en tant que manager? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est des conseils. Moi, je suis toujours dans le partage d'expériences Ouais, parce que certains sujets vont résonner pour certaines personnes et d'autres pas. bien sûr. Et au-delà des femmes, c'est des conseils que potentiellement je pourrais donner à tout le monde. Et alors, je ne l'ai pas mentionné, j'ai aussi 3 grands-enfants maintenant aujourd'hui qui ont plus de 20 ans, qui ont quitté la maison. Et j'ai essayé aussi de partager mon expérience avec eux et ce que je leur ai répété. euh, et ce que je continue à leur répéter aujourd'hui, c'est rêver, oser, travailler, ne jamais abandonner. C'est un peu mon motto. Voilà, il ne faut pas se fixer de limites. Il faut avoir des rêves. Euh, le sky is the limit. C'est se donner les moyens de ses ambitions. Euh, c'est oser. Euh, voilà, à l'école, des fois, ils venaient, ils avaient des frustrations. Je dis, mais est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as posé la question? Et non, Mmh. j'ai pas osé. Mais non, mais il faut oser. Dans le pire des cas, tu as un non et tu ouvres la conversation. Ouais. Et c'est pareil dans le business. Il faut oser dire les choses. On ouvre la communication et on a des explications. Et dans le meilleur des cas, on obtient ce qu'on veut avoir. Ouais. Alors, travailler, c'est important, hein, c'est la base. Le nerf de la guerre. Ouais. Voilà, tout à fait. Et ne jamais abandonner, voilà, c'est quand on a des rêves, il faut les poursuivre hein, Mmh. et ne jamais baisser les bras. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant, c'est aussi pour ça que je te pose ces questions-là. Depuis qu'on a démarré ce podcast, donc je demande régulièrement, voilà, autour de moi, ah bah tiens, qui on pourrait penser à interviewer? Est-ce que vous connaissez un manager qui serait pertinent, etc. Et en fait, majoritairement, alors que sur les fonctions managériales aujourd'hui, voilà, je sais que chez My Connecting, il y a 60% de managers femmes. En France, je crois j'ai pas les statistiques sur la partie management, mais je sais que ça a quand même vachement évolué. Euh, et ben instinctivement, on va quand même me présenter des hommes parce que c'est quelque chose qui vient plus instinctivement. En tout cas, c'est encore une fois pareil, mon expérience Oui, et mon ressenti, mais c'est voilà sur peut-être, je sais pas si c'est le côté le côté leader, je sais pas si c'est le côté orateur, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont plus facilement penser à un homme là-dessus. alors il y a un biais qui existe sur les sujets, c'est-à-dire que quand on va recruter quelqu'un, on l'a mentionné, on va essayer de recruter quelqu'un qui nous ressemble, d'accord. Et il y a un autre biais qui est quand on a un entretien de recrutement, on va regarder le potentiel d'un homme et l'expérience d'une femme. Mm. Alors, j'ai pas forcément l'expérience pour dire c'est un biais réel, pas réel, mais j'en ai entendu parler, ça peut être une explication ou pas, je ne sais pas. J'irai creuser ce biais. Je t'avoue que Oui. je suis en plein en plus dans les biais cognitifs en ce moment. Voilà, Ah, écoute, on a si sorti tu... ouais, on a sorti une formation sur l'esprit critique, tu vois, qui revient vachement sur le devant de la scène avec les sujets d'IA. On va en parler juste après. D'ailleurs, c'est des sujets d'IA. Et donc voilà. Donc là, j'ai pas mal j'ai quelques bouquins, quelques trucs autour de tout ça. Donc, je verrai s'ils en parlent. Écoute, si tu as une réponse, ça m'intéresse, Simon. Ça marche. Je te ferai suivre. Et l'autre expérience aussi, alors là c'est une expérience personnelle, donc étant maman de 3 enfants que j'ai eu sur une période de 4 ans, donc j'ai eu quand même des expériences un petit peu challenging Bien sûr. d'harmonie vie pro, vie perso. Et en fait, plus jeune, j'ai cherché la perfection dans mon travail et la perfection à la maison. Et en fait, de par cette expérience, j'ai accepté le fait qu'on pouvait ne pas être parfait. C'est OK de ne pas être parfait, parce que de toute façon, on fera les choses très très bien quand même. Et ça permet quand même de relativiser et de réduire un petit peu le niveau de stress. Hein. Donc ça, c'est une expérience personnelle que je souhaite partager, parce que je sais que souvent, euh, les gens recherchent cette perfection sur tous les fronts.
Ouais. Et donc, t'as envie de leur dire de lâcher aussi un petit peu. Lâcher prise, voilà. De réussir, bah oui, c'est des sujets pareils, hein, qu'on retrouve souvent et qui sont un travail au quotidien. Oui. Et peut-être l'autre point, c'est je mentionnais tout à l'heure le fait de partager ses succès. C'est important de réfléchir à son impact dans le cadre de son travail et de se dire, Mm. voilà, quels sont mes succès. Euh, Moi, par exemple, au quotidien, j'ai un temps de trajet après le travail, j'essaie en fait tous les jours de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bien. Euh, Super, et parce qu'on a tendance quand même à focaliser sur les petites choses qui se sont mal passées dans la journée. Et je pense forcément. que ça permet de, voilà, de rééquilibrer un petit peu et de se dire, ouais, j'ai passé une bonne journée en fait, Ouais, et j'ai eu un impact positif. Voilà, et tout à aussi fait. communiquer sur ses succès. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis là-dessus. Bon, bien sûr, il y a le fait de communiquer sur ses succès, mais le fait de se le donner, voilà, ceux qui nous écoutent, qui commencent à être habitués, savent que je parle souvent de la partie reconnaissance. Et la reconnaissance, en fait, là, l'exemple que tu donnes, c'est aussi l'illustration. On se la donne d'abord à Oui, soi-même et on se dit d'abord, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, de quoi je suis fier cette semaine, cette journée, ce mois-ci, avant de l'attendre de son manager. Et alors, oui, bien sûr, après, si on arrive à avoir les deux, c'est parfait, mais c'est un vrai sujet en tout cas. oui, tout à fait. Ouais. Et tu Ouais, mentionnais attendre la reconnaissance de son manager. Pour pouvoir avoir la reconnaissance de son manager, il faut partager ses succès aussi. Souvent, ouais, on attend trop de la reconnaissance de son manager sans avoir partagé ses succès. ouais. On oublie que le manager est aussi, ou enfin, en fait, est aussi dépassé par ses propres événements et ses propres tâches, et finalement Oui. n'est pas toujours au courant finalement de ce qui s'est bien passé, comment un problème a été géré, etc. Bien sûr. Ouais. Sur cette notion, alors là, tu me parlais de la notion, voilà, ton petit rituel, on va dire, que j'imagine sur ton vélo. Il y a autre chose Alors, aussi. oui. Oui, vas-y. Non, j'aimerais faire du vélo, mais j'habite Ah trop non. loin. Ah pardon, je pense j'ai mal compris de mon côté. Tu m'as parlé d'autres choses qui étaient importantes pour toi au-delà de se dire, bah, tous les jours, qu'est-ce que j'ai bien fait, c'est d'apprendre tous les jours, de rester en processus d'apprentissage. Tu l'as dit, voilà, tu continues le mentorat après toutes ces années que tu continues à te former. Euh, Est-ce qu'il y a des lectures ou des ressources qui t'ont particulièrement marqué en tant que manager justement? Mhm. Alors, tous les matins, avant de commencer ma journée, moi j'aime bien regarder LinkedIn et lire les articles Harvard Business Review par exemple. Mais sinon, il y a un livre qui m'a marqué dans la construction d'équipes performantes. Donc, c'est un livre en anglais que j'ai lu en anglais qui est titré The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni. Mm. Il a fait aussi Death by Meeting que j'ai lu aussi et qui m'a beaucoup inspiré, mais celui-ci plus particulièrement parce qu'il m'a ouvert les yeux sur des concepts euh, de construction d'équipes performantes. Donc il aborde des notions de confiance, de vulnérabilité, de conflits constructifs je parlerai plutôt de désaccord, d'engagement, de responsabilité et de résultats. En fait, concrètement, moi, ce que ça m'a appris, c'est que c'est important d'être authentique. C'est important d'accepter qu'on ne sache pas répondre à une question. C'est important de demander de l'aide, même en tant que manager. C'est important d'être vulnérable. Donc, typiquement, moi, quand je commence une relation avec un de mes collaborateurs, quand je recrute quelqu'un, un des premiers échanges, ça va être sur mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, ça va définir en fait la façon dont je vais travailler avec cette personne. Et je vais demander à cette personne quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour cette personne, pour qu'on travaille plus efficacement ensemble. Ouais, bien sûr. Et de temps en temps, on fait ce travail aussi en équipe. Quand on constitue une nouvelle équipe, par exemple, eh bien, on va dédier une heure sur le partage de nos valeurs pour comprendre qui on est Super. vraiment et ce qui est important pour chacun. Ouais, Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est, voilà, en général, enfin, moi, j'aime pas.
j'aime pas les conflits. Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment les conflits. Et en fait, dans ce livre, j'ai appris que les conflits, et je pense que conflit, peut-être en français, c'est un mot très fort, c'est pour ça que je Ouais, préfère le mot désaccord. Les désaccords sont extrêmement importants. D'où l'importance aussi d'avoir une équipe diverse. Parce que quand on a une équipe diverse, on a des points de vue complètement différents et donc on a des désaccords. C'est ce qui va mener en fait à cette innovation, à cette créativité parce qu'on a différents points de vue. On va échanger sur les différents points de vue et puis on va prendre une décision qui ne sera pas forcément un consensus, qui sera la plus innovante possible pour répondre à un besoin ou à un challenge client, par exemple. complètement. Voilà, cette Complètement. lecture m'a beaucoup inspirée. Je le relis régulièrement et je le conseille également régulièrement. Ouais. Ce que je rebondis sur ce que tu dis sur la notion de conflit. Euh, il y a d'ailleurs un peu une échelle, nous, qu'on met souvent en avant dans les formations, c'est le PIDC de Jacques Salzer, en fait, qui dit que le conflit, c'est la fin, en fait. Il y a d'abord un problème, le P, le I, c'est l'incompréhension, le D, c'est le désaccord, et ensuite, il y a le conflit. Et que D'accord. le conflit, c'est quelque chose de plus, comme tu le dis, c'est un gros mot, hein, un peu en français, Mmh. et c'est vraiment une fois qu'on est passé par toutes les étapes et que c'est déjà que quelque chose, il y a déjà un peu une forme de gangrène quelque part, Ouais, ouais. et qu'en fait il faut traiter le plus rapidement possible à la source au problème. Oui, Et ça me fait un autre parallèle, c'est que tu vois, ça c'est des choses dans la vie, dans la relation à deux, dans son couple, voilà, c'est des choses qu'on sait qu'il faut passer par des désaccords, il faut passer par confronter. Et ça, les gens le comprennent plus aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le couple. Et il y a encore voilà, des tempéraments qui ont plus de mal d'un point de vue managérial. On parle beaucoup de courage managérial, etc. Donc, que mmh. ça soit vers le collaborateur, du collaborateur vers le manager ou le manager vers le collaborateur. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, ce livre m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets dans Ouais, la construction d'équipes performantes. super. C'est les 5 dysfonctionnements d'une équipe, voilà, de Patrick Lencioni. On essaiera de le mettre dans les liens de l'épisode, si vous voulez l'écouter. Super. Avant de, voilà, pour avancer sur un peu un dernier sujet ensemble, je voulais qu'on parle de l'IA, qui bien sûr est Mhm. partout. Alors certaines personnes en entendent peut-être même encore trop parler. Pourtant, sur des enjeux managériaux, on commence seulement à les voir vraiment. Il y a eu toute une phase d'acculturation, je m'y mets, je commence à aller sur les outils, etc. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment dans ton quotidien de manager, tu intègres justement l'IA. Alors, j'utilise l'IA au quotidien parce que j'ai très rapidement vu que c'était un outil qui allait me permettre d'être beaucoup plus productive, efficace. Et donc, je l'utilise au quotidien. Donc là, si on parle dans mon rôle de manager et de travail avec mes équipes, juste pour te donner un exemple, on a en ce moment nos discussions de développement avec nos collaborateurs. Et Mhm. donc, j'utilise Copilot. Copilot va aller chercher des informations dans l'ensemble des solutions Office 365, alors que ce soit Teams, que ce soit les emails Ouais. et le chat via Teams. Et donc, je vais aller poser des questions à Copilot pour savoir quelles ont été les activités clés ou impacts majeurs de mon organisation sur les X derniers mois. Et en fait, Copilot est extrêmement performant et va me documenter toutes ces réponses-là. Et moi, je ne vais pas faire copier-coller des informations, mais ça va me Bien sûr. permettre en fait de me souvenir d'actions ou d'activités qu'on a pu mettre en place en tant qu'organisation. Et je ne les avais pas en tête parce que c'était il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Donc, je Ouais. vais pouvoir revenir sur ces sujets-là. Donc ça c'est Oui. super fort. C'est que tu reviens du coup, c'est comme que le pilote est connecté à tout ton univers Microsoft 365. En fait, tout simplement, il arrive à retrouver des échanges, des choses, peut-être des sujets qu'il y a eu, des conflits, justement des conflits, enfin, en tout cas certains éléments très clés de ces 6 derniers mois, des 2 derniers mois, etc.
Oui, tout à fait, oui. Et en fait, je vais pouvoir poser des questions comme si je dialoguais avec une personne. Et en fait, Copilote va m'amener des réponses que je vais revérifier derrière. Ou alors, si j'ai un souvenir très clair sur le sujet, euh, eh bien, je n'aurai pas besoin de vérifier. Ça, c'est vraiment une des forces très fortes de Microsoft, parce qu'effectivement sur ChatGPT ou sur d'autres, sur Claude ou sur d'autres outils comme ça, bah, on n'a pas cette historique-là de tout ce qui se passe dans les mails, et donc c'est très, enfin, voilà, je trouve que le cas d'usage que tu nous présentes, il est très puissant. Ouais. Et donc, ça me Euh, permet d'être plus pertinente dans mes échanges avec mes managers. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Au niveau d'Adobe, justement, qu'est-ce que vous avez mis à l'échelle enfin, à l'échelle du groupe pour faciliter cette transition vers l'intelligence artificielle dans les Donc, usages? oui, dans les usages, alors, il y a un usage commun qui est la mise à disposition de Copilot Bien sûr. à l'ensemble des collaborateurs. Et c'est bien sûr un projet de conduite du changement. On a mis en place, donc Adobe a mis en place des sessions de formation sur les sujets de copilote, comment intégrer copilote dans son quotidien, donc avec des formations régulières toutes les semaines sur une période donnée, et Bien sûr. en fonction aussi de différents cas d'usage par organisation. Moi, dans mon organisation, on a aussi d'autres outils à disposition qui sont très spécifiques en fait à nos métiers de Customer Success Manager. Et donc, on a mis aussi à disposition des sessions de formation, dans certains cas, des sessions de formation qui ont été faites par nos collaborateurs pour nos collaborateurs, euh, avec ces outils internes d'intelligence artificielle. Et chaque organisation a son plan d'accompagnement des collaborateurs pour appréhender l'IA et utiliser l'IA au quotidien pour plus d'efficacité. Super. Super, bah voilà, tu prêches un convaincu là-dessus. Il faut vraiment avancer de manière structurée, de cette manière-là, embarquer tout le monde, se servir des early adopters pour acculturer les autres et pour créer un mouvement. Parce que bon, bah, on le voit déjà là, après 2-3 ans d'utilisation intense, c'est une vraie révolution et ça arrive très Ouais. vite. Et je suis pas étonné qu'Adobe soit vraiment entre guillemets en avance aussi sur ces sujets. Et on applique la méthodologie ADKAR, hein, c'est expliquer pourquoi stratégiquement c'est important d'utiliser Mm, l'IA, c'est embarquer les managers sur le sujet, c'est former l'ensemble des collaborateurs sur différents cas d'usage et c'est mm. renforcer en fait les, les différents cas et les différents succès de chacun des collaborateurs qui ont pu utiliser l'IA Ouais. et comment est-ce que ça a amélioré en fait leur quotidien. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a une exemplarité managériale de toute façon à avoir aussi là-dessus de bah, si je veux embarquer mon équipe, il faut que je puisse leur donner les clés. Oui. Tu vois, et Et que je montre l'exemple. ouais, exactement, exactement. Et puis en plus, voilà, on peut aussi mettre en collectivité certains GPT spécifiques. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles, certains agents IA. Euh, et nous, tu vois, système, pour rebondir sur ce que tu dis, comme on accompagne pas mal d'organisations autour de la transition IA, on fait maintenant toujours on propose en tout cas toujours ce package il y a la formation, enfin, l'acculturation et la formation sur les cas d'usage métier des équipes, et une partie bah, justement formation des managers à embarquer. Et en fait, comment j'embarque? Parce que si j'embarque pas, il y aura pas l'impulsion en fait. Il faut l'impulsion. Oui, ouais, Tout à fait. tout à fait. Super, bah écoute, merci beaucoup. Muriel, si tu as un dernier conseil, alors appelle-le comme tu veux, comme tu m'as dit que c'était pas forcément de conseil, mais une dernière intention, on va dire, à donner aux personnes qui nous écoutent, aux managers justement qui nous écoutent, ce serait quoi? Alors, mon expérience, moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est vraiment d'être une leader inspirante qui va créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé, écouté et peut donner le meilleur de lui-même.
Voilà, c'est comme ça que j'embarque mes équipes. Je dis pas que c'est la seule façon et que c'est la meilleure façon. C'est juste mon expérience. Et après, voilà, il faut juste être soi-même et être authentique. Super. Bah, merci beaucoup Muriel. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que voilà, où est-ce que tu envoies les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi? Je dirais principalement LinkedIn, hein. J'essaie LinkedIn. de partager, mettre à jour mon profil et de temps en temps, quand des personnes me sollicitent avec un message privé, je réponds. Super. Bon, bah, génial. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était super intéressant et ça nous a permis d'avoir. Bah, on a traité beaucoup de sujets hein, autour de la performance et du collectif. Forcément, c'est plein de sujets qui sont liés. On a fait 1 heure, mais on aurait pu durer encore plus longtemps. Donc un grand merci à toi et voilà. En tout cas, je te remercie d'être venu et à bientôt. Je te remercie Simon pour l'invitation, c'était un plaisir. Je te dis à bientôt également. Au revoir.